Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien, y compris au fond de la salle? Ouais, super. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette session. On va parler d'applications modernes. Donc pas uniquement les bonnes pratiques liées au développement en tant que tel, mais aussi tout ce qui est relatif à la conception, développement, opération d'applications dites modernes sur AWS. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle finalement une application moderne? C'est une application qui va favoriser au maximum l'agilité, l'innovation, la capacité à être flexible, évolutif dans le temps. Donc l'idée en gros, pour résumer, c'est pouvoir produire rapidement des produits de meilleure qualité pour améliorer la satisfaction des clients. Voilà. Donc je m'appelle Rudy Kroll, je suis architecte solution chez AWS depuis un peu plus de 4 ans maintenant, avec notamment une spécialisation sur les technologies serverless. Et je ne serai pas tout seul, puisqu'on aura la chance d'avoir le témoignage de Bruce Vachon, architecte cloud chez Société Générale, qui viendra nous parler de quelques principes qui sont mis en œuvre chez Société Générale, donc dans le cadre de déploiement d'applications sur AWS. Donc on va le voir, la sécurité, c'est un des sujets majeurs. On considère qu'une application moderne, c'est avant tout une application sécurisée. C'est vraiment un sujet qui est crucial aujourd'hui, et qui va l'être de plus en plus. Donc on va parler de sécurité, on va parler d'approche type microservice, de serverless. Dans la logique microservice, il y a aussi toute la logique d'intégration, les patterns d'intégration qui sont importants à prendre en compte dans la conception d'une application. Et aussi, un des choix qui est structurant dans le développement d'applications, c'est le choix de la technologie de base de données. Donc on va passer aussi un peu de temps sur ce sujet en particulier. Et j'en profiterai pour prendre des exemples concrets de principes qu'on met en œuvre chez nous, chez AWS, dans le cadre de développement de nos propres services. Donc c'est vraiment l'idée de vous partager un peu ce qui nous semble vraiment important aujourd'hui quand on développe une application en 2019. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, en analysant les pratiques qu'on utilise à la fois en interne et à la fois chez nos clients les plus innovants sur AWS, on en a listé les principes suivants. Alors ce n'est pas des bonnes pratiques qui sont prescriptives, ce n'est pas à appliquer dans un ordre précis, même si il y a une suite logique dans la manière dont on les représente là aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus des pratiques qui sont binaires. Si je prends un exemple, sécuriser toute la partie automatisation de la sécurité, c'est pas oui j'ai automatisé la sécurité ou non je l'ai pas automatisé. Évidemment, sur chaque pratique, il y a différents niveaux de maturité en fonction du contexte, en fonction des contraintes, que ce soit techniques ou organisationnelles, en fonction du risque métier que je veux être capable de couvrir. Donc voilà, c'est des grandes lignes, des principes, avec différents niveaux de maturité. Donc déjà, on retrouve pas mal des principes qu'on connaît déjà sous le spectre DevOps. Donc à la fois sur la partie organisationnelle, c'est l'idée de la culture du ownership. Donc c'est l'idée d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui sont responsables de A à Z du développement de leur propre service. Donc de la collecte des besoins à la conception, développement, déploiement, opération de ce service. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des équipes qui sont complètement autonomes de A à Z et le moins possible de dépendance avec les autres équipes pour favoriser la productivité et l'agilité. Ensuite, on a tout ce qui est microservices, déploiement continu, infrastructure as code, donc ça c'est clairement du DevOps. Il y a d'autres sujets qui émergent dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, par exemple l'observabilité. L'idée c'est quoi? C'est à partir du moment où on déploie une application complexe, composée de plusieurs microservices, d'un système distribué, on a besoin d'avoir cette capacité de vue d'ensemble, de pouvoir très rapidement identifier et résoudre un problème, que ce soit un problème de performance ou de disponibilité dans ce système complexe. Donc il faut de l'outillage, il faut instrumenter un certain nombre de choses pour pouvoir avoir l'outillage utile pour résoudre ce type de problème. Donc dans la suite logique de DevOps, on parle aussi beaucoup de DevSecOps. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir automatiser un maximum de choses dans le socle d'infrastructure. On appelle ça aussi la landing zone, de mettre à disposition le maximum d'automatisation de la sécurité et aussi en termes d'outillage mis à disposition des développeurs pour que les développeurs puissent utiliser directement un socle, un environnement secure sur lequel il va pouvoir facilement effectivement garantir en continu la sécurité sans avoir d'impact sur sa productivité finalement. En tout cas avec le minimum d'impact.
Et un des sujets qu'on va couvrir d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'idée du serverless. Donc le principe même du serverless, c'est de pouvoir se concentrer au maximum sur créer de la valeur d'un point de vue métier. C'est vraiment focusé sur développer de la logique métier plutôt que sur gérer l'infrastructure. Donc on est vraiment dans cette logique-là d'application moderne sur laquelle on focus sur l'innovation. Ok, donc on n'aura pas le temps malheureusement de couvrir tous ces sujets-là. Donc on vous propose de faire un focus sur d'abord la sécurité, ensuite les microservices et le serverless. Donc sur la sécurité, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Juste quelques exemples de services qui peuvent vous aider à facilement automatiser un certain nombre de choses sur la sécurité. Donc comme j'ai dit déjà, la sécurité c'est déjà un travail de définition de la landing zone, de l'infrastructure sur laquelle je vais déployer mes applications. Donc c'est des choses à mettre à mettre en place en amont, la gestion des droits par exemple, des autorisations d'accès, la sécurité périmétrique, le VPC, potentiellement un WAF si j'expose un service web, etc. Mais c'est aussi la capacité à pouvoir facilement activer des services qui vont vous aider dans l'amélioration de la posture de sécurité. Je donne un exemple, CloudTrail. CloudTrail, c'est grosso modo une case à cocher pour l'activer sur vos comptes, et ça va générer donc des traces d'audit, donc des logs, sur chacun des appels d'API des services de vos comptes AWS. Ensuite, vous avez un autre exemple, c'est GuardDuty. GuardDuty, c'est pareil, c'est une case à cocher pour l'appliquer. Et GuardDuty, basé sur les logs CloudTrail, des logs DNS, VPC Flowlog, etc., et des algorithmes, va être capable de vous aider à détecter des événements liés à des menaces particulières concernant vos environnements AWS. Alors, déjà aussi, par défaut, vous avez CloudWatch. Donc, tous les services que vous utilisez sur AWS vont publier à la fois des métriques sur CloudWatch, parfois des logs, des événements, donc qui vous aident à monitorer, surveiller l'ensemble de vos ressources. Alors, ce qu'on ne voit pas ici sur ce slide, c'est aussi toutes les autres solutions de l'écosystème partenaire qui peuvent vous aider à aller plus loin dans l'analyse des logs, par exemple, et la gouvernance. Je pense à des solutions comme Datadog, Splunk, AlertLogic. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une intégration native avec les services AWS. Et autre élément intéressant, donc typiquement dans la mouvance DevSecOps, un service comme Inspector va vraiment vous aider à pouvoir, en continu, valider la sécurité des applications dans le processus de déploiement de vos applications. Donc typiquement dans votre pipeline de CI/CD, intégration et déploiement continu, vous pouvez décider d'avoir une étape que vous configurez sur laquelle vous allez utiliser l'agent Inspector qui va analyser les potentielles vulnérabilités qui concernent votre version d'application ou la version de la configuration système, etc. et qui vous permettent de pouvoir décider de manière automatisée, basée sur le rapport Inspector, si oui ou non vous autorisez à déployer cette version d'application en production. OK. Alors, dans tous les services dont j'ai parlé, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la capacité à lever des événements. Et en fait, c'est à vous, ensuite, de pouvoir définir ce que vous voulez faire de ces événements. Est-ce que c'est juste de la détection? Est-ce que vous voulez générer une alerte? Est-ce que vous voulez automatiser la remédiation, la contre-mesure ou du forensic? Ça, c'est à vous, on va dire, d'implémenter cette logique-là, mais au moins, vous avez les événements qui vous permettent de traiter de manière automatisée tous ces éléments-là. Et toute la configuration de ces services-là, c'est aussi des ressources dont vous allez automatiser la configuration. On parle beaucoup d'infrastructures as code pour mettre en place la landing zone et le déploiement de l'application, mais aussi tous les éléments de sécurité, ça devient du code. C'est plus des processus de sécurité manuels dont on ne sait pas si finalement le contrôle de sécurité a été ou pas appliqué. Là, on est sur quelque chose qui est basé sur des templates et dont on a la certitude qu'au moment où on applique ce template, les contrôles de sécurité sont appliqués. Ok, donc c'était juste un overview. Je vais laisser maintenant la parole à Bruce Vinchon qui va vous raconter un retour d'expérience chez Société Générale. Merci. Bonjour, alors je vous présente rapidement le groupe Société Générale. Donc c'est un groupe international présent dans 67 pays, 31 millions de clients.
On a trois pôles, en fait, 3 pôles métiers, une banque d'investissement, banque de détail financier à l'international, et puis une banque de détail en France. Moi, je suis plutôt dans cette partie banque de détail en France, qui tourne autour de 3 grandes marques, en fait, et donc je travaille plutôt côté Société Générale et Crédit du Nord. Alors, donc, je suis expert leader cloud architecte, un peu long comme titre. Donc, grosso modo, j'ai travaillé chez IBM, maintenant ça fait 7 ans que je suis chez Société Générale. Et donc, je travaille sur la partie cloud interne et aussi cloud externe, dans la AWS par exemple, pour projeter en fait des applicatifs ou créer des socles. Alors, dans les types de projection aujourd'hui qu'on pratique, on fait peu de lift and shift en fait de notre côté, hein, vraiment dans la partie, dans notre partie. On fait plutôt du restructuring d'applicatifs, donc c'est-à-dire pouvoir consommer les services en fait à disposition et pouvoir bien les gérer. Et ça aussi, on utilise beaucoup donc forcément les frameworks parce qu'on peut aussi déplacer les applications. Donc, si on utilise des bases de données, on peut utiliser on-premise, on peut utiliser côté AWS. Il y a peut-être des solutions qu'on utilise côté AWS qui n'existent pas on-premise. Donc, le framework permet vraiment de couvrir un certain nombre de points et de donner des capacités au développement pour pouvoir se connecter à ces différents systèmes. C'est important aussi pour la partie sécurité. En type d'hébergement, en fait, on est plutôt dans cette phase-là. Donc, on fait d'AVM, du conteneur, peu de Docker sur VM, en fait. Par contre, on ne fait pas de fonctionnel encore sur la partie serverless. Donc, on a des protections supplémentaires à mettre en place. Alors, en fait, pour le témoignage, donc, j'avais pas 45 minutes ni 120 slides, donc on a dû réduire. Donc, j'ai essayé de faire quelques retours de réflexion qui peuvent peut-être vous aider, en fait. Donc, par exemple, la gestion des comptes AWS. En fait, les comptes, c'est une bulle de droit. Et ça permet aussi de limiter les impacts. Donc, c'est intéressant de savoir comment on va projeter son infrastructure et comment on va structurer en fait ces points. Donc, est-ce qu'on va faire un compte global, on met tout dedans? Est-ce qu'on va faire un compte par application? Est-ce qu'on va faire un compte par application, par environnement? Tout ça, c'est des choix à faire. Il y a des questions quand même à se poser. On s'en pose beaucoup dans la banque de détail. C'est un peu notre métier. Un point aussi qui peut vous intéresser, c'est la partie agilité. Donc, il faut éviter en fait, effectivement d'avoir des droits d'un côté et puis des gens qui peuvent modifier les droits de l'autre, puisque en fait, forcément, les équipes vont demander aux personnes de lui donner plus de droits, moins de droits. Donc, je vous invite à regarder les permission boundaries qui permettent en fait de donner les droits à une équipe DevOps tout en restant dans un cadre. Donc, ça peut vous intéresser parce que ça permet d'avoir des leviers très importants en fait en termes d'agilité. En termes de socle technique, en fait, là, il y a des points qu'on peut retrouver comme l'utilisation des private links quand vous faites des communications entre votre cloud externe et les systèmes on-premise, hein, si vous ne mettez pas tout dans le cloud externe. Puis des fonctionnalités que vous pouvez offrir en fait, aux différents projets sous forme de socle. Donc là, nous, on a la gestion des traces, que j'essaierai de revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Puis vous pouvez créer en fait, effectivement des trucs qui relèvent de la physique quantique. Hein, en fait, c'est-à-dire que des gens peuvent créer des sauvegardes, mais on ne sait pas en fait, si elles sont vraiment utiles. Donc il faut ne pas hésiter à utiliser des restaurations, à tester. Et c'est un bon service qui est sorti, la AWS Backup, qui est très intéressant pour ces points-là. Quelques points de réflexion. Voilà, donc pour alimenter la réflexion, j'ai pensé à un petit jeu qui est quand même très axé sur la sécurité. Donc imaginez qu'en fait, on demande à votre orchestrateur de déployer un package qui n'est pas à vous, qui n'est pas de votre entreprise. Donc comment vous traitez ce point-là? On vient de trouver une de vos clés de chiffrement sur Internet. Donc qu'est-ce que vous faites en fait? On a réussi à extraire toute votre base de données. Donc ça veut dire qu'en fait, on est obligé de se poser des questions quand on se projette pour se dire en fait finalement quel use case je vais gérer, quelle architecture je vais mettre en place, quel service je vais utiliser. AWS a beaucoup de services, donc ça permet de s'organiser, de se dire bah, celui-là je le prends, celui-là non, et je vais le remplacer par tel point, etc. Donc ça c'est assez utile dans la réflexion de se poser des questions. Et puis après, bah, si vous avez vraiment la sécurité, vous demandez si quelqu'un change vos droits IAM dans votre compte alors que vous ne l'avez pas décidé, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez réagir? Comment vous allez le détecter? Donc on a vu pas mal de sessions en fait, hein, qui permettent d'être au courant en fait, sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est comment vous allez vous organiser pour traiter ces points.
Et si vraiment, en fait, vous devez vous poser des questions, vous travaillez dans une banque, il y a donc des données sensibles, etc., bah, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on devient root AWS de mon compte? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai prévu une architecture qui va pouvoir résister à ce genre d'événements? Donc il y a des méthodes qui existent, le chiffrement par exemple d'infrastructures, les disques. Donc si je chiffre mes disques par exemple dans une infrastructure un peu classique, je vais me protéger contre le vol de disques. Par contre, si je suis administrateur système ou mon application, ou si je suis DBA, si je peux accéder à des fichiers sur cette machine, je vais pouvoir avoir les données en clair, ce qui est tout à fait logique. Je peux aussi mettre du chiffrement par exemple au niveau des tablespace RDS, si je fais de la base de données. Dans la banque, on en fait des bases de données. Donc là, je me protège contre le vol de disque, mais aussi le fait que l'admin system ne peut pas voir forcément les fichiers. Ils sont chiffrés en fait au niveau de la base de données. Par contre, le DBA peut bien sûr se connecter sur la base et trouver les données en fait en clair, et puis l'application aussi. Alors, il y a des solutions en fait qui existent pour la partie base de données, pour justement se protéger, faire que le DBA ne voit pas forcément toutes les données, ou si des données sont chiffrées, il ne peut pas forcément les voir. Mais il y a aussi des admins parmi les DBA qui, eux, peuvent peut-être avoir accès à ces solutions, notamment accès aux données en clair. Et puis il y a un niveau très intéressant qui est chiffrement applicatif, où là finalement on peut effectivement voler les disques, l'admin system ne va pas forcément avoir les données en clair, et le DBA non plus. S'il fait un select étoile, il va avoir certaines colonnes par exemple chiffrées, et la seule qui va pouvoir lire les données, en fait, c'est l'application elle-même. Donc ça c'est intéressant, parce que pour moi, en fait, une application moderne, c'est en fait justement le fait de chiffrer en fait ces données au niveau applicatif. Donc ça dépend de ce que vous faites, bien sûr. Si vous traitez des données non personnelles, non financières, ou qui ne sont pas sensibles, vous n'avez pas besoin. Par contre, dès que vous allez avoir besoin de le faire, il y a des réglementations, la GDPR, vous avez tous entendu parler, je pense. Voilà, il y a en fait des points qu'il faut appliquer. Et pour moi, le kit de survie, les applications qui survivront le plus longtemps sans doute, c'est celles qui mettent en application le chiffrement applicatif. Donc c'est simple et compliqué. Donc simple, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas tout chiffrer. En fait, quand on fait de la crypto, on va chiffrer juste les données sensibles. Donc on ne va pas chiffrer la totalité. Là, on parle vraiment de données sensibles métiers, par exemple. Donc en fait, il faut vraiment identifier dans ces applications ce qui relève de données sensibles. Donc c'est bien, il n'y a pas trop de travail à faire. Par contre, il faut faire ce travail de sélection. Le deuxième, c'est qu'en fait, il faut chiffrer bien sûr les données, mais aussi bien en fait, quand vous les stockez, quel que soit le médium de stockage, mais aussi quand vous les transportez de bout en bout. Et ça, pareil, le transport de bout en bout, en fait, aujourd'hui, il existe des solutions de sécurisation, mais qui parfois vous demandent de déchiffrer au milieu. Est-ce que en fait, vous acceptez ce point, ou est-ce que vous dites non, je veux faire du chiffrement de bout en bout? C'est une question, c'est pas forcément facile à traiter. Et puis le point du transchiffrement, je parlais tout à l'heure, votre clé on la trouve sur internet, donc il faut que vous changiez votre clé. Donc il faut que vous utilisiez vos anciennes clés, fassiez un rechiffrement avec une nouvelle clé, et ça il faut le prévoir dès le début de l'application. Donc c'est des points auxquels il faut penser, parce que c'est pas à la fin en fait qu'on va le faire, c'est plutôt dès la conception, et ça vous permettra de profiter de pas mal de systèmes. Il faut bien soigner la partie secret, parce qu'en fait, quand vous chiffrez, vous obtenez une clé pour faire ou des clés pour protéger vos données. Et pour les récupérer, en fait, il faut essayer d'utiliser des systèmes, je dirais, très performants en termes de gestion de secret, de confidentialité. Sinon, vous vous retrouvez à mettre en fait la clé quelque part en clair, soit sur le disque, en variable d'environnement, mais au lancement du service. Enfin bref, il y a des moyens, et côté AWS, il y a des moyens qui permettent de stocker en fait les clés, et puis on les complémenter par d'autres choses. Voilà, donc ça protège les données, le chiffrement, ça protège les données personnelles. C'est très intéressant. Là encore, je parle de chiffrement applicatif en continu, et puis ça sert pour la conformité. Alors je vais vous présenter aussi une partie pour la partie trace en fait. Donc on avait en fait un cahier des charges sur. Alors j'essaie de simplifier, mais grosso modo le développeur, lui, quand il travaille au sein d'un compte, par exemple, il veut en fait pouvoir consulter directement, requêter en fait, voir ses requêtes, voir le résultat, regarder ses logs. Donc ça c'est un point que tout développeur a besoin. Donc on a dit bon très bien, il faut traiter ce point-là.
côté socle, on a dit, ouais, mais c'est bien, mais il faut que les logs, en fait, on puisse les conserver. Qu'on puisse peut-être, si on stream vers un site on-premise, si j'ai un incident, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter des disques sur toutes mes instances jusqu'à temps que l'incident soit résolu. Donc je peux, bien sûr, il y a de la résilience, il y a des choses comme ça, mais il peut se produire des problématiques qui ne sont pas forcément une météorite qui tombe, mais par exemple de la misconfiguration ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des points aussi qu'il faut pouvoir traiter. Et puis, est-ce que je serai en capacité de pouvoir traiter les logs, par exemple, et puis aller plus loin que juste stocker en fait les traces. Puis il y a toujours la sécurité, donc là on peut imaginer voilà, un use case de l'admin fou qui décide de supprimer tout ce qu'il a dans son compte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait aussi sur cette partie? Donc ce qu'on a mis en place, c'est l'utilisation de CloudWatch et de plusieurs services côté AWS. Donc au sein de CloudWatch, vous pouvez en fait définir ce qu'on appelle des log groups qui correspondent à des types de composants. Donc là par exemple, un composant web server, un composant web app. Donc il y a 2 log groups. Et au sein de ces log groups, il y a des log streams qui correspondent à chaque instance. Donc chaque instance peut streamer directement vers CloudWatch. Vous le faites avec un agent AWS CloudWatch ou vous avez des plugins sur Telegraph par exemple pour le faire. Ce que ça permet, c'est que tout de suite, le développeur peut utiliser CloudWatch, faire des requêtes. Maintenant avec, je crois que c'est Insight, où il peut en fait faire des tableaux. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un retour immédiat. En fait, on log et en même temps, on peut faire des traitements ou faire du diagnostic. Alors, comment il fallait traiter le fait de pouvoir stocker ces données? Est-ce que chaque projet va gérer cette partie ou est-ce qu'on peut le gérer de manière centralisée? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé quelque chose qui s'appelle un subscription filter, un destination log chez AWS et qui permet en fait de streamer en fait les contenus qui sont dans CloudWatch dans un autre compte. Donc, l'admin fou peut effacer, mais en fait, on a récupéré en fait tout ce qui a été fait jusqu'à son intervention. Puis ensuite, en fait, lorsqu'on arrive dans le compte où on récupère ces logs, en fait, il faut avoir un système qui permet d'être élastique, parce que si on a un certain nombre de comptes où qu'on stream beaucoup de logs, il faut en fait pouvoir manager en fait ce système. On a décidé de nous le mettre dans S3. Donc en fait, on utilise une combinaison de Kinesis Stream et Kinesis Firehose pour pouvoir en fait, justement, quel que soit le nombre de logs qui sont envoyés, pouvoir automatiquement adapter de manière élastique l'infrastructure pour pouvoir stocker en fait les logs dans S3. Et puis bien sûr, en fait, on devait gérer aussi le cas, comme je vous ai dit, d'interruption. Donc si, par exemple, j'ai une interruption côté on-premise, c'est pas grave, les logs ils sont stockés, peuvent être utilisés sur plusieurs régions en fait, bien sûr, il y a la réplication qui existe, et le on-premise peut reprendre son travail de récupération à n'importe quel moment dès qu'il est à nouveau disponible ou que le système fonctionne. Voilà, c'était très courte intervention, mais c'était pour vous présenter quelques points qui peuvent vous aider aussi. Merci. Donc merci Bruce pour ce retour d'expérience. On va maintenant parler de segmentation. Alors on change de sujet. On a vu la partie sécurité, donc on va rentrer sur la partie microservices. Donc déjà, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet des microservices. Chez nous, chez AWS, on est convaincu que c'est la meilleure approche d'un point de vue architecture dès lors qu'on a un minimum de complexité à implémenter et dès lors qu'on sait d'avance qu'on investit dans le temps sur un service qui a vocation à évoluer dans le temps et qui aura des besoins particuliers en termes de scalabilité notamment. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut absolument déployer du microservice, peu importe le contexte. Évidemment, il y a des contextes où, je donne un exemple, je suis une start-up, je vais expérimenter, tester un nouveau produit, je ne sais même pas s'il va y avoir de l'adoption au niveau client. Est-ce que c'est vraiment la peine de partir tout de suite sur des microservices à base de conteneurs déployés sur un cluster Kubernetes et donc je sors mon produit dans 4 mois? La réponse est probablement non. Pareil, si j'ai une application de back-office sur laquelle j'ai 2-3 développeurs et je sais que pertinemment je vais avoir quelques requêtes à traiter par jour, est-ce que tout de suite je dois partir dans une approche microservice? Non. Maintenant, là, voilà, l'idée c'est vraiment de focaliser sur les applications qui ont un minimum de complexité et de besoins en termes d'évolutivité et scalabilité. Et c'est ce qu'on met en œuvre sur la totalité des services qu'on implémente chez AWS.
Là, vous avez un exemple de l'architecture de Amazon SQS, donc Simple Queue Service. C'est le premier service à avoir été déployé en 2006, à une époque où le terme microservice n'existait pas. C'est un terme qui est apparu en 2011-2012. Ce qu'on voit là, finalement, c'est une architecture assez classique. On retrouve sur la gauche un composant de front-end. Donc lui, il parle avec le reste du monde en HTTPS. Il forward les requêtes des clients vers le back-end. Le back-end, il est constitué d'un grand nombre de clusters répartis chacun sur 3 zones de disponibilité. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un message doit être stocké dans une file de messages SQS, SQS renvoie le acknowledge qu'à partir du moment où le message a été stocké sur 3 zones de disponibilité. En haut, on a le service dit de metadata. Lui, il connaît tout sur tous les clusters. Donc l'idée, c'est qu'il va aider le front-end à savoir vers quel cluster une requête doit être routée. Et on a sur la droite, là-bas, un service de load manager. Donc lui, son objectif, c'est de surveiller en permanence l'état des clusters. Donc la disponibilité, mais aussi voir si un cluster est en surchauffe à un instant T, par exemple. Donc c'est lui qui va prendre la décision de manière autonome de dire, tiens, ce cluster il est en surchauffe, alors je prends la décision de splitter une file de messages sur plusieurs clusters, ou alors voire même déplacer une file de messages sur un autre cluster. Et par la même occasion, donc, il doit mettre à jour le service de metadata pour que, à nouveau, le front-end puisse envoyer, rediriger les requêtes vers le bon cluster. Pourquoi est-ce qu'on aime autant l'approche microservice? En fait, c'est une architecture qui tourne depuis maintenant près de 13 ans et qui fonctionne bien, qui a très peu de pannes. On a un nombre de pannes qui est vraiment très proche de 0. On a des clients qui utilisent SQS de manière intensive et qui est critique pour leur métier. Un exemple qu'on connaît bien, c'est Amazon.com. À chaque fois que vous créez une commande sur Amazon.com, ça génère un message qui va être persisté sur SQS. Donc on n'a pas, on va dire, on a vraiment un besoin de persister tous ces messages. Si on perd un message, c'est potentiellement une somme importante perdue pour un client comme Amazon.com. Et je vous laisse imaginer en termes de scalabilité les capacités qu'il y a derrière SQS. Comme sur un événement comme un Prime Day ou un Black Friday, il y a plusieurs millions de messages qui sont traités à un instant T par seconde par SQS. Donc c'est vraiment une architecture qui fonctionne bien. Maintenant, est-ce que c'est le même code qui fonctionne depuis les tout débuts de SQS? La réponse est non. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de l'approche microservice, c'est de pouvoir déployer, scaler, mettre à jour les services indépendamment les uns des autres. Un exemple, c'est le back-end. Au départ, c'était un service qui stockait ses données sur Oracle. Non, il n'y a rien de mal à ça. Donc, depuis, on a migré sur du DynamoDB. Et ça, sans que ça ait le moindre impact sur tous les autres services de l'écosystème, du système SQS. OK. Donc pour que ces services aient le maximum d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des autres services, il y a un certain nombre de principes qu'il faut appliquer et s'assurer qu'on les applique, et qui sont surtout liés à la logique d'intégration, ce microservice. Donc il y a un vrai effort à faire sur la définition notamment de l'interface, du contrat d'interface du service, notamment l'API. Il faut s'assurer qu'on va assurer en permanence la rétrocompatibilité, c'est-à-dire éviter qu'à chaque fois qu'on met à jour un microservice, ça ait un impact sur les consommateurs existants, évidemment. Donc on va mettre en place un contrat d'interface clair et versionné pour éviter toute problématique liée à un problème de rétrocompatibilité. Ensuite, ce qu'on aime bien comme pratique, c'est aussi avoir une API qui est indépendante de la stack d'intégration que vous utilisez. Donc, typiquement, rester sur une API, tout ce qu'il y a de plus standard, REST, qui n'a pas d'adhérence avec une technologie en particulier, qui est vraiment un pur standard. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aussi que l'API le client n'ait aucune connaissance de la technologie utilisée pour l'implémentation du microservice lui-même. Que ce soit un microservice développé en Python, en Java, avec tel ou tel framework de développement, que ce soit d'ailleurs déployé sous forme de fonction lambda ou de conteneur sur ECS, c'est quelque chose qui doit être complètement transparent pour les clients finaux, pour pouvoir, les clients de l'API, pour pouvoir faire des changements de stack. Évidemment, donc les microservices communiquent les uns avec les autres via un appel réseau.
Ça, c'est pour favoriser la séparation et éviter les problématiques de couplage. Et autre bonne pratique, peut-être la plus importante, avoir des couches de persistance qui sont bien séparées les uns des autres. Éviter d'avoir plusieurs services, plusieurs microservices qui vont dépendre de la même couche de persistance parce que du coup, ça crée de la dépendance d'un point de vue cycle de vie des microservices, cycle de déploiement. Si vous changez le modèle de données, forcément, ça aura un impact sur tous les microservices qui reposent sur cette couche-là. Et ça crée des problématiques en termes de performance, de scalabilité dans le temps, puisque plus il y a de microservices, plus la base va être sollicitée. Donc l'intégration, c'est vraiment un sujet très important. Alors, on a parlé de SQS, qui est le service, le premier service permettant de faire de la messagerie point à point avec un producteur de messages et un consommateur pour traiter ce message. Il y a différents autres services disponibles sur AWS pour de la communication synchrone et asynchrone, de manière événementielle. Sur la gauche, vous avez API Gateway, donc qui permet d'exposer typiquement l'API dont j'ai parlé tout à l'heure. On aurait pu également lister AppSync, qui est un service un peu plus récent qui permet d'exposer un autre type d'API, non pas une API REST, mais une API GraphQL, donc qui va présenter d'autres avantages potentiellement pour les besoins des applications qui ont besoin de gérer du offline, par exemple, ou de la synchronisation de données en temps réel. On voit ici SNS, donc SNS, à la différence de SQS, il va nous permettre de faire ce qu'on appelle du fan-out, c'est-à-dire pour un message publié dans un topic, avoir plusieurs applications qui vont souscrire à ce topic pour faire des traitements du même message en parallèle. CloudWatch Events, qui est plus typé événement de type infrastructure, et Step Functions, qui est un des services aujourd'hui qui est les plus utilisés pour les besoins de workflow. Donc Step Functions, c'est la capacité de pouvoir facilement ajouter une capacité de workflow sur vos applications, c'est-à-dire pouvoir connecter plusieurs microservices, orchestrer leur exécution basée sur une logique que vous définissez, une logique de workflow, et déléguer à Step Functions toute la complexité liée à la gestion des erreurs, le passage de paramètres d'un service à un autre, et la gestion des états notamment. Donc voilà pour les quelques bonnes pratiques et types de services que vous pourriez utiliser pour déployer des microservices. On va maintenant parler de serverless. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de serverless? Donc, comme je disais en introduction, l'idée du serverless, c'est vraiment de pouvoir éliminer toutes les tâches d'administration lourdes qui ne créent pas de la valeur ajoutée directement pour le client du produit que vous êtes en train de développer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir concentrer tout votre budget, toute votre énergie sur développer la logique métier. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous n'avez pas à gérer les serveurs, pas à les opérer, donc ce n'est pas à vous de provisionner les serveurs, installer l'OS, configurer, installer le middleware, déployer l'application. Tout ça est géré par le service. Pareil en termes de scalabilité, ce n'est pas à vous de prédéfinir le nombre de serveurs dont vous avez besoin pour être capable de traiter toutes les requêtes qui arrivent en input de votre application. C'est le service qui va scaler automatiquement. De la même manière, en termes de facturation, vous êtes sur un paiement à la valeur, donc vous n'avez pas besoin de payer pour un nombre de serveurs et potentiellement gérer le cas où les serveurs ils doivent tourner parce que vous devez assurer la haute disponibilité, mais pour autant, il n'y a aucune requête à traiter à un instant T, mais vous payez quand même. Donc là, sur l'approche serverless, on est vraiment sur une facturation basée sur le nombre de requêtes et le temps de traitement de chacune de ces requêtes. Et de la même manière, donc, toute la partie haute disponibilité, le fait que l'application ou les données soient réparties sur plusieurs zones de disponibilité, tout ça est géré de manière native par le service, avec y compris toute la notion de sécurité, c'est-à-dire le déploiement des patchs de sécurité au niveau du système. Tout ça est géré nativement par le service. Ok, alors, on parle beaucoup de la notion de responsabilité partagée quand on parle de sécurité notamment, mais c'est aussi le cas dans finalement la panoplie des services qu'on peut être amené à utiliser, qui offrent différents niveaux d'abstraction. Donc de la couche la plus bas niveau, qui est la couche finalement EC2, enfin Infrastructure as a Service, à la couche la plus serverless tout à droite. Par exemple, alors c'est vrai que j'ai parlé de microservices sans parler de conteneurs.
Comme quoi, c'est pas forcément voilà, on va dire les conteneurs et des technologies de conteneurs qui répondent à des besoins de microservices. Vous pouvez très bien faire de microservices sans conteneurs, mais l'idée, c'est si vous déployez des applications, soit donc, vous les déployez sur de l'EC2, mode IaaS, bas niveau, soit vous le déployez sous forme de conteneur en utilisant un orchestrateur AWS qui est ECS ou Kubernetes qui est standard du marché, ou alors Elastic Beanstalk qui vous offre un niveau d'abstraction supérieur puisque avec Elastic Beanstalk vous gérez des applications et donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités autour de la gestion de ces applications en termes de gestion des environnements, gestion des déploiements, etc. qui sont facilités par l'utilisation de Beanstalk. Et avec Fargate, on s'approche du modèle du serverless, puisqu'on déploie des conteneurs sans jamais avoir à gérer une instance EC2, donc sans avoir à opérer l'instance sous-jacente. Et donc Lambda tout à droite. Donc la question c'est de savoir est-ce que finalement le serverless c'est quelque chose qu'on doit appliquer dans tous les cas? La réponse est non, parce qu'il y a un certain nombre de cas de figure pour lesquels l'approche serverless ne sera pas adaptée à vos besoins. Que ce soit par rapport à des problématiques techniques notamment, mais pas que. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez AWS? La recommandation, c'est de se dire, par défaut, si vous avez un nouveau use case, une nouvelle application à développer, tentez finalement de designer une architecture de type serverless, et si vous avez une contrainte qui vous empêche d'utiliser, je ne sais pas, AWS Lambda ou DynamoDB, alors retranchez-vous sur un service, on va dire, qui offre un niveau d'abstraction inférieur. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on retrouve tous les bénéfices du cloud, en termes d'agilité, en termes de capacité d'innovation. Ici, on va s'attacher plus à, encore une fois, gérer son infrastructure. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Essayez tant que possible de vous orienter vers une approche serverless et, en fonction des contraintes, retranchez-vous sur les multiples options qu'on propose en termes de flexibilité. Là, j'ai un exemple très concret de ce type d'approche avec l'implémentation du service Amazon MQ. Donc, Amazon MQ, c'est un service de gestion de cluster Apache ActiveMQ. Et on voit deux composants. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de control plane et data plane. La notion de control plane, c'est la capacité à configurer une ressource d'infrastructure. Donc, typiquement, le control plane de Apache MQ, c'est create cluster, list cluster, describe cluster. Tout ce qui est lié au provisioning et à la configuration d'éléments de ressources d'infrastructure. Et tout ce qui est data plane, c'est vraiment la manipulation des données. C'est-à-dire, typiquement sur du ActiveMQ, c'est des applications qui vont publier, souscrire à des topics MQTT, AMQP ou autres. Donc d'autres types d'API. Ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire, j'ai un système dont les deux composants, là, control plane et data plane, n'ont pas du tout les mêmes enjeux en termes de disponibilité, en termes de performance, de scalabilité. D'accord? Ici, on est convaincu que la meilleure approche qui soit, c'est l'approche serverless. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que j'ai des enjeux de performance quand je crée un cluster? Est-ce que je suis à la milliseconde près? Non. Je suis prêt à attendre quelques secondes que mon cluster soit préparé. De la même manière quand je liste mes clusters ou que je les supprime. Est-ce que c'est une bonne idée de déployer ça sur des instances EC2? On est vraiment fermement convaincu que ce n'est pas une bonne approche. Pourquoi? Parce que même si Amazon MQ, c'est un service qui maintenant a beaucoup de succès auprès de nos clients, je ne serais pas étonné que, quelque part sur une de nos régions, il se passe quelques heures avant qu'il y ait la moindre requête qui arrive sur ce control plane. Donc faire tourner des instances EC2 en permanence pour traiter quelques requêtes par jour, c'est vraiment pas la bonne option. Donc là, on est vraiment sur la meilleure des options. Et ici, est-ce qu'on peut utiliser des serverless? Non, parce qu'on a une contrainte qui est là, cette fois-ci, technique. Pourquoi? Parce que les clients, quand ils ont besoin de publier, souscrire à des topics, que ce soit AMQP, MQTT, etc., ils ont besoin d'établir des connexions, et des connexions permanentes, avec le broker de messages. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible sur une approche serverless, en tout cas avec des services comme Lambda. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, à ce jour, l'approche serverless, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc on voit bien qu'au sein d'une même application, finalement, on a plusieurs types d'architecture, des composants pour lesquels le serverless se prête très bien,
et d'autres pour lesquels on va se retrancher sur effectivement des architectures plus traditionnelles. Ok, alors pour finir, un des autres éléments qui est très important dans la manière de concevoir les applications et qui est très structurant, c'est le choix de la base de données. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs principaux choix, on va dire que c'est assez binaire entre guillemets, c'est base de données relationnelle ou NoSQL. Donc il y a eu un essor, vraiment une croissance très importante de l'adoption des solutions de NoSQL sur le marché. Donc là ici je parle de DynamoDB, mais c'est aussi les solutions type Cassandra, voilà, et MongoDB, Couchbase, etc. Là où par contre sur ces solutions-là, il faut les gérer sur 2C2, mais le principe c'est avec le NoSQL, on a beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de flexibilité dans la façon de modéliser les données et de les faire évoluer dans le temps. Et des meilleures performances et de meilleures capacités en termes de scalabilité. Mais il y a les transactions. Donc il y a un certain nombre de cas d'usage, notamment on parlait des cas d'usage dans le monde de la finance, pour lesquels on veut avoir une garantie absolue en termes de l'état des données et garantir cette transactionnalité. Donc ça aujourd'hui, alors même si effectivement il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant qui permet de gérer les transactions sur DynamoDB, ça reste, voilà, sur DynamoDB, on est sur une utilisation d'une API qui n'est pas une API SQL et qui n'est peut-être pas, dans tous les cas de figure, la meilleure approche pour être capable d'exécuter des requêtes complexes et riches. Donc, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que chez AWS, on utilise du relationnel ou pas? À votre avis, est-ce que... Levez la main si vous pensez qu'on utilise, en tout cas dans le futur, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on investit le relationnel? Levez la main si vous pensez que c'est le cas. Perdu. Voilà, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, en interne, on essaie de sortir au maximum. Pas uniquement par rapport à Oracle, hein, c'est global, on va dire, au modèle relationnel et des contraintes que ça impose sur la productivité et la scalabilité qui sont donc traitées par nos équipes de développement. Donc pourquoi? Déjà, le fait de partir sur un modèle relationnel, on s'est rendu compte que dans le temps, ça ne favorisait pas l'agilité. C'est-à-dire plus ça va, plus on développe du code qui repose sur un modèle de données prédéfini et pour lequel chaque changement au niveau du modèle de données a des impacts de plus en plus conséquents sur le code et qu'on arrive de moins en moins finalement à gérer et qui devient à la longue vraiment bloquant. Deuxième point, c'est le comportement parfois black box des bases de données qui ont des comportements parfois inattendus et sur lesquels on n'a pas la main pour pouvoir réellement comprendre et optimiser le moteur. Et c'est souvent lié au fait que l'API SQL est très bien et très riche, mais elle est tellement riche qu'elle génère des accès au disque qui ne sont pas prévus initialement. En tout cas, sur lequel, au départ, on a défini un schéma et on s'attendait à ce que tel type de requête allait être généré et donc allait générer des accès au disque. Et petit à petit, on a rajouté des requêtes qui gèrent différents cas de figure, différents besoins, transactionnels, analytics, etc. Et qui font qu'on a des comportements inattendus, des problèmes de performance, entre autres, et de scalabilité. Oups, pardon. Ah, j'ai lâché une information trop tôt, là. Autre élément, le temps de failover. Généralement, c'est une question de plusieurs minutes pour basculer, par exemple, d'une instance master à une autre, dans le cas de panne. Et voilà, globalement, en partant du principe que quand on a une base de données relationnelle avec un minimum de complexité, et c'est le cas sur nos services en interne chez AWS, on doit avoir 1 voire 2 administrateurs de base de données permanentes pour s'assurer de bon fonctionnement de la base de données. On se dit que c'est peut-être pas une approche qui est très moderne. Donc, l'approche sur laquelle on investit massivement, et que d'ailleurs c'est un investissement qui est déjà de longue date, c'est notamment un nouveau type de solution de stockage base de données qui s'appelle Amazon Quantum Ledger Database, QLDB, et qui est, donc c'est un service qu'on a annoncé à re:Invent l'an dernier, qui n'est pas encore effectivement disponible en GA, en General Availability, prêt pour la production,
Mais par contre, c'est un service, un produit qu'on utilise déjà en interne depuis un certain nombre d'années. Et notamment qui est utilisé dans le cœur de la plateforme AWS. Donc, sans le savoir, finalement, vous utilisez QLDB. Notamment pour les services cœur d'AWS, que sont EC2 et Autoscaling. Ce qu'apporte QLDB, c'est justement cette capacité de transactionnalité. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que d'ailleurs, on arrive à terme, je crois. Je ne sais plus quelle heure il est. Oui, c'est ça, c'est l'heure. Mais sachez que c'est vraiment un service sur lequel, alors aujourd'hui, au sein d'AWS, alors il y a toujours effectivement des bases de données qui tournent à certains endroits, mais l'objectif, c'est de migrer, en fonction des cas d'usage, soit sur du DynamoDB, soit sur du QLDB. Et donc, il sera ce service bientôt disponible sur la plateforme AWS. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à la problématique de la transactionnalité à travers une base de type Ledger, voilà, sur laquelle vous avez le chiffrement intégré et l'immuabilité de la donnée qu'apporte un Ledger. Et QLDB est serverless. Donc, on répond à tous nos critères et nos besoins en interne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée.